Et pour revenir sur cette actualité politique, nous recevons Monsieur Louis-José Barbançon, historien de profession. Vous êtes un fin observateur de la vie politique de ce pays. Vous avez toujours prôné le consensus. Pensez-vous qu'il est possible pour les partis de revenir autour de la table des discussions ? Mais il faudrait d'abord retrouver l'esprit qui a régné en juin 2022 lorsque 3 femmes du pays, Sonia, Isabelle, Marie-Claude, ont décidé d'inaugurer cette place de la paix. Ce jour-là, la Calédonie avait donné l'image d'un pays réconcilié et d'une décolonisation apaisée, et une image d'un modèle pour le monde. 2 ans après, on voit 2 manifestations, 30 000 personnes d'un côté avec des drapeaux, 30 000 personnes avec d'autres drapeaux de l'autre. C'est l'image d'un pays divisé. Et c'est en quelque sorte le fait colonial qui est reconstitué. Parce qu'un observateur étranger qui regarde ces 2 images, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit 30 000 personnes portant un drapeau français et en face un peuple originel, noir, portant un autre drapeau. Mais ça, c'est la colonie. Est-ce que vous croyez finalement à une mission du dialogue, à l'image de ce qui avait été fait par Michel Rocard ? Ça peut être une solution, une médiation, une mission du dialogue. C'est une solution que beaucoup approchent. Mais il faut d'abord bien essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Vous savez, dans ce pays, si vous voulez diviser ce pays, il y a un fait qui est imparable et infaillible. Sous couvert de démocratie, vous lancez des gels du corps électoral. Et aussitôt le pays est divisé. Ceux qui l'ont fait le savent. Et pour eux, c'est important parce que quand le pays n'est pas divisé, ils ne sont pas au pouvoir. Le seul moyen qu'ils soient au pouvoir, c'est qu'ils soient divisés. Donc il y a des responsabilités locales. Et par rapport à la mission du dialogue, il y a des responsabilités de l'État. Dans quel sens ? C'est parce que depuis Matignon, il y avait un pilier qui tenait le tout en métropole. Ce pilier, c'était le fait qu'il y avait un consensus national sur la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la nation française dans son entier, dans sa représentation républicaine, soutenait le processus calédonien. Ça s'est fait sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Aujourd'hui, il n'existe plus. Hollande. Et là, ça a volé en éclats avec la nomination de Mme Backès comme secrétaire d'État. C'est à partir de là que tout s'est déglingué, parce que le consensus national n'existait plus et que c'était difficile de redémarrer après des discussions tripartites, puisque l'État avait choisi un camp. Selon vous, les modifications justement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie seront toujours finalement à l'origine de heurts. N'êtes-vous pas un peu alarmiste ? Mais c'est une vieille histoire qui date depuis le moment où les Kanaks ont eu le droit de voter le corps électoral. Il y a des difficultés qui sont structurelles, qui ne sont pas des difficultés uniquement politiques. Ainsi, par exemple, lorsque on reproche aux jeunes Kanaks de dire « mais ici c'est chez moi ». Mais comment voulez-vous qu'ils disent autre chose ? C'est le seul endroit où il existe. Les rivières portent des noms de Kanak, les montagnes portent des noms Kanak, on parle Kanak, il ne peut pas dire autre chose. Et en face, on lui fait répondre « non, ici c'est la France ». Mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir dans ces conditions-là. Parce que ici, climatiquement, géographiquement, ce n'est pas la France. La France, ici, c'est un choix. C'est un choix d'hommes et de femmes en liberté qui choisissent. La difficulté vient que les descendants de ceux qui étaient présents quand la France a pris possession sont à 95% veulent avoir un État souverain. Et donc, jamais dans l'histoire, il y a eu cette configuration d'un pays où presque à moitié-moitié, avec un peuple originel qui demande de retrouver sa souveraineté et l'autre qui voudrait rester dans la France, cette configuration n'existe pas. On n'a pas de précédent. C'est pour ça que c'est très difficile. Et c'est pas un référendum avec quelques milliers de voix qui va régler le problème. Mais qu'est-ce que vous répondez justement à ces personnes, comme l'association par exemple Un cœur, une voix, ils sont plus de 40 000 électeurs français à réclamer le droit de vote pour les provinciales. Qu'est-ce que vous répondez justement à leur demande ? Alors,
D'abord 40 000, alors qu'on nous explique qu'il y en a 18 000 qui sont partis, ça veut dire que donc ceux qui sont partis là, comment dirais-je, c'est des gens qui votaient alors. Bon, alors là, ce que je veux dire, c'est que le principe de un homme, une voix, c'est pas un principe c'est pas ça le principe. Le principe dans les démocraties, c'est un citoyen ou une citoyenne, une voix. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on est le seul pays au monde où, quand on vote, on est citoyen. Dans tous les autres pays, on est citoyen, donc on vote. Donc, ce qu'il faut d'abord définir, c'est qui est citoyen. C'est un code de la citoyenneté. Et là, on voit déjà les perspectives, puisque tout le monde est d'accord pour dire que tous les natifs peuvent voter. Il faut donc travailler sur le reste. Et le reste, il faut prendre au cas par cas. Parce que s'il y a des gens qui sont là depuis 25 ans, qui ont leurs enfants qui sont nés ici, qui ont été à l'école ici, je ne sais pas, qui ont des tombes dans nos cimetières, qui ont pris des concessions dans nos cimetières, on voit bien que ce sont des gens d'ici. Il n'y aura pas de problème pour cela. Mais un corps de 10 ans glissant, ça, ce n'est pas possible. Quand on parle de démocratie, vous comprenez quand même que cette position est difficilement entendable. Elle est difficilement entendable parce que, en fait, il y a des gens qui viennent, qui payent des impôts, qui développent le pays, qui emploient. On est bien content de les avoir. Moi, je vais me faire opérer par des médecins qui votent pas. Je suis tout à fait reconnaissant. Je veux dire, on ne remet pas en cause tout leur savoir-faire et tout. C'est pas cela qui est remis en cause. Ça leur donne des droits, mais ça ne leur donne pas le droit de désespérer la jeunesse kanak. Ce qu'ils font en demandant un dégel du corps électoral complet et glissant. Ça ne leur donne pas le droit de désespérer cette jeunesse et surtout de dresser la jeunesse calédonienne contre cette jeunesse kanak pour défendre un droit de vote. Moi, je ne vois pas pourquoi j'enverrai mes enfants et mes petits-enfants se battre pour donner un droit de vote à des gens qui sont là depuis à peine une génération, pas tous, d'autres sont là depuis longtemps, je l'ai dit, et surtout pour des électeurs du futur qui ne sont pas encore arrivés, alors que les enfants de ceux qui sont là vont pouvoir voter. Alors, vous êtes entretenu avec le président Emmanuel Macron lors de sa visite sur le territoire en juillet 2023. Vous lui avez demandé de ne pas passer en force. Toujours selon vous, les événements qui se sont déroulés à OVA en 1988 pourraient se reproduire, ce qui empêcherait tout projet d'axe Indo-Pacifique. Que vous a-t-il répondu ? D'abord, ce qu'il m'a répondu, c'était qu'il était tout à fait conscient que s'il y avait des nouveaux événements comme à OVA, l'axe Indo-Pacifique aurait bien du mal à se faire. Et donc, c'est vrai que c'est important. Je crois qu'il faut mieux s'écouter les uns les autres. Hein. Je veux dire, quand les indépendantistes disent, par exemple, ils ne veulent pas que le peuple kanak redevienne minoritaire, mais c'est une vieille angoisse. Vous savez, en 1920, il restait plus que 20 000 kanaks dans le pays. Ils ont mis 100 ans pour arriver à 100 000. Pas tout seul, hein, avec l'aide des médecins coloniaux, avec l'aide des religieuses, des religieux, des natas, des pasteurs, de la gendarmerie même, je pense à la politique indigène du gendarme, du capitaine Meunier. Mais aucun peuple au monde, vous ne pouvez pas demander ça à un autre peuple du monde, de dire qu'aujourd'hui, par un mécanisme qui se mettrait, par un dégel du corps électoral qui serait glissant, il risquerait de nouveau minoritaires. Regardez en France. En France, c'est pas acceptable. Les Français ne l'acceptent pas. La preuve, toute une partie des Français s'apprête à voter pour le Rassemblement national de reconquête qui parle justement de cette angoisse. Donc selon vous, la démocratie ne peut pas primer sur la décolonisation. Pour résumer votre pensée, le 3e référendum avec une majorité d'abstention du peuple kanak a perdu sa légitimité historique. Pourquoi opposez-vous le pays légal finalement au pays réel ? Eh bien parce que il peut y avoir un pays légal dans lequel les Kanaks ne votent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le droit de voter, c'était l'époque de l'indigénat, soit parce qu'ils n'en sont pas allés voter. Bon. Mais il ne peut pas y avoir de pays réel sans le peuple kanak. Ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Je veux dire qu'on croit que c'est un corps de citoyens qui n'est pas allé voter. Mais en réalité, non. C'est un peuple tout entier qui n'a pas été voté. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là que c'est difficile. C'est que du côté loyaliste, on est dans le système de dire on est tous des citoyens français, on doit tous voter, on veut bien une restriction minime. Et du côté kanak, depuis Nainville-les-Roches, on est en train de dire il n'y avait que les Kanaks qui avaient le droit de voter, et les Kanaks ont ouvert le corps, d'abord aux victimes de l'histoire, puis ceux qui arrivaient devant le boom, et
Ils l'ont ouvert parce que toute l'histoire de ce pays, des communautés de ce pays, c'est l'histoire de sacrifice. Ce sont des générations entières qui se sont sacrifiées pour que nous vivions bien, pour que nos enfants vivent bien. Ça, c'est l'histoire des Kanaks, c'est l'histoire des Vietnamiens, c'est l'histoire des Indes, c'est l'histoire des Wallisiens et des Futuniens. 2 générations à chaque fois ont été sacrifiées. Louis-José Barbanson, maintenant c'est les questions Facebook. Alors, les jeunes connaissent peu l'histoire du pays. Ne pensez-vous pas que certains élus se servent de cette ignorance à des fins politiques ? Alors d'abord, il faudrait que les hommes politiques connaissent aussi bien l'histoire du pays que les autres. Je ne pense pas que ça soit toujours le cas. Dire que comment on utilise l'histoire à des fins politiques, l'histoire elle peut être utilisée d'une façon neutre ou au contraire d'une façon très engagée. Mais ça existe dans toutes les démocraties, dans tous les pays du monde. C'est pas spécial à la Calédonie. Deuxième question, pensez-vous qu'une commission parlementaire élargie à la société civile pourrait être la solution ? Ça peut être une commission parlementaire, ça peut être les présidents des 2 chambres, ça peut être... en tout cas, il faut changer d'interlocuteur, parce que cela devient compliqué. Depuis le mensonge de M. Darmanin devant le Sénat, où il n'a pas prononcé la dernière phrase du fameux document qu'il a montré, la dernière phrase qui disait « Le FLNKS se positionnera sur ce sujet à l'issue du résultat de ses travaux », c'est-à-dire le fait des travaux, c'est les travaux sur 10 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de Calédoniens qui croient que le FLNKS a dit oui, alors qu'en réalité, il a dit qu'il se positionnera après. Cette phrase n'a pas été prononcée. Moi, j'ai jamais vu un ministre de la France faire cela. Donc là, il y a un vrai problème. Il faut que la France comprenne qu'il faut qu'elle mette des gens de qualité, comme elle l'a mis quand il y a eu la première mission du dialogue. On a toujours discuté avec des hauts fonctionnaires d'État. On a toujours discuté ici avec des gens qui représentaient la République, qui avaient une vraie éthique de la République. Il faut repartir sur ces bases-là. On ne pourra pas faire autrement. Vous parlez finalement de manque de neutralité de l'État. Un État neutre, un État impartial, un État neutre, c'est un oxymore de la langue française. Hein. Mais si on veut, comment dirais-je, avoir un espoir, et en ce moment, moi je suis plutôt inquiet qu'espérant. Vous savez, moi je suis un littéraire, hein. Donc je reviens toujours aux grands auteurs, et particulièrement aux grands auteurs français. Et j'aimerais en citer un que Dewey Gorodé aimait beaucoup, qui est né en Algérie, qui s'appelle Albert Camus. Et Albert Camus disait, là où l'espoir n'existe pas, il faut l'inventer. C'est ça que j'attends de notre jeunesse. C'est ça que j'attends des hommes et des femmes de bonne volonté de ce pays, et il y en a encore assez dans les 2 camps, qui nous inventent un espoir. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Barbanson. Merci.